Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Hervé, auteur du blog Bouchée Double, qui recèle d'une mine d'or de recettes et d'informations sur la cuisine alcaline et l'équilibre acido-basique. Cette alimentation fait la part belle aux fruits et aux légumes, en limitant les aliments acidifiants, comme les produits carnés et laitiers, et en privilégiant les aliments alcalinisants, les végétaux. Pour les partisans de cette façon de manger, cela vise ainsi à réduire l'acidose chronique, qui peut entraîner divers problèmes inflammatoires, du cœur, du squelette, de la peau, de l'hypertension. C'est en expérimentant lui-même, alors qu'il souffrait régulièrement de maux de dos et d'allergies saisonnières, que Hervé a été convaincu par les bienfaits de ce régime. Il en a tellement été époustouflé qu'il a souhaité partager cela avec le maximum de personnes en créant son blog, où il explique ce régime et propose de délicieuses recettes alcalinisant. Nous discutons des principes de ce régime et des résultats qu'on peut en attendre. Hervé nous relate les fabuleuses transformations et guérisons dont il a pu être témoin. Cependant, cette façon de s'alimenter requiert souvent une remise en cause de la façon dont nous consommons, des courses jusqu'à l'assiette. Hervé répond ainsi, point par point, aux différentes objections et difficultés que rencontrent les gens qui entreprennent ce changement d'alimentation. Et bien au-delà de la nourriture, c'est aussi toute une façon d'envisager la vie, via la balance de l'équilibre acido-basique qui bascule, en adoptant une alimentation respectueuse de la planète, en pratiquant des activités douces et bienveillantes envers son corps, par la pratique de la méditation ou de la marche. À l'orée de l'automne où nos forêts se parent de belles nuances de vert profond ou rouge flamboyant et se définit tout doucement, c'est une belle invitation à l'imiter dans notre assiette, en la remplissant majoritairement de fruits et de légumes de toutes les nuances des couleurs de la nature et en l'allégeant des produits acidifiants, pour croquer les plaisirs simples de la vie, à bouchée double. Bonjour Hervé, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes l'auteur derrière Bouchée Double. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de vous et puis ce qu'est Bouchée Double ? Bonjour Claire-Vie, bonjour à toutes et tous. Alors oui, je suis Hervé du blog Bouchée Double. C'est un blog que j'ai développé il y a 5 ans après ma première année d'alimentation acido-basique et alcalinisante que j'ai découvert par hasard, que j'ai testé sur moi et puis sur l'invitation d'une amie qui m'a dit, bon écoute Hervé, quand on voit d'où tu arrives au niveau de ton état de santé, celui qui était là avant il y a 1 an et celui qui est là maintenant depuis que tu manges alcalin, essaye de partager ça. Et j'ai cherché pendant longtemps de quelle façon partager ça. Et au final, de fil en aiguille, à force de faire des recherches sur ce type d'alimentation pour comprendre ce qui se passait de bénéfique en moi, je suis tombé sur une formation qui s'appelle Blogueur Pro et qui permet, sous la formule accrocheuse, de vivre de sa passion grâce à son blog. C'est l'idée. Et je l'ai faite. Et j'ai réussi à monter mon blog alors que je n'y connaissais rien en informatique pour justement partager cette passion avec un vaste public dans toute la francophonie. Actuellement, le blog est suivi. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu du régime alcalin qui est le cœur de Bouchée Double ? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce régime ? Alors oui, c'est un régime qui n'est pas un régime ni une diète, mais bon, le déficit de vocabulaire aidant, on appelle ça un régime, donc c'est un régime alimentaire au même titre que être omnivore, manger méditerranéen, mais on n'est pas sur un régime tel qu'on l'entend, c'est-à-dire pour perdre du poids ou un régime sans gluten ou sans ceci, sans cela. Là, on est sur une alimentation qui est complète, c'est manger de tout, mais différemment, et de façon maligne puisque on est en totale adéquation avec nos besoins nutritionnels physiologiques. C'est-à-dire qu'on revient en mangeant de tout à des proportions entre les aliments qui sont plutôt
acidifiants et alcalinisants dans l'assiette à des proportions qui conviennent mieux à notre organisme, parce que notre organisme a un fonctionnement particulier, a l'équilibre acido-basique assuré pour la survie cellulaire et notre survie. Et il est vrai qu'on lui met des bâtons dans les roues souvent grâce ou à cause de notre alimentation, parce qu'on ignore tout en fait de la nutrition, on n'en tient pas compte, et ça nous joue des tours au niveau de la santé au final, parce que cet organisme, lorsqu'on ne respecte pas son équilibre acido-basique, finit par s'épuiser et tomber malade. C'est ce qui s'est passé pour moi. D'accord. Et du coup, comment vous avez un petit peu rétabli cet équilibre acido-basique? Alors, c'était en mangeant plus alcalin? Vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples d'aliments qui sont alcalinisants? Oui, alors les aliments qui sont alcalins sont des aliments qui sont plutôt végétaux. Donc on revégétalise beaucoup à 70% notre alimentation. Dans les végétaux, bien sûr, je compte les fruits, les légumes et certaines légumineuses qui sont alcalines, d'autres qui sont acidifiantes légèrement, ne sont pas retirées pour autant, mais elles sont dosées dans des proportions adéquates. Tout ce qui est acidifiant, au contraire, c'est la famille des céréales, des farines, surtout les farines raffinées, des produits sucrés avec des sucres raffinés, bien sûr tout ce qui est carné aussi, c'est-à-dire poissons, mollusques, tous les produits de la mer en général, sauf les algues, puisqu'elles sont du domaine végétal, et puis bien sûr toutes les viandes d'animaux, petits et gros. Toutes ces viandes et tous ces poissons sont plus ou moins acidifiants. Ils n'ont pas tous le même indice PRAL, puisque le côté acidifiant d'un aliment se mesure grâce à un indice qui a été fait par des médecins qui s'occupaient d'enfants en difficulté nutritionnelle. Et l'indice PRAL est un indice théorique qui donne, je dirais, en mode de calcul quelque chose d'incomplet, mais qui met tout le monde d'accord pour le fait de dire qu'un aliment est alcalin ou donc basifiant ou acidifiant pour l'organisme. Il a ce mérite-là, même s'il reste théorique, c'est-à-dire qu'il ne tient absolument pas compte, lorsque dans les calculs ce serait trop complexe et multifactoriel, du métabolisme de la personne qui va ingérer, qui va devoir digérer et qui va devoir assimiler l'aliment consommé. Donc voilà. Donc, mais ça a quand même ce mérite de classer deux catégories, qui est elle aussi divisée en plusieurs catégories. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la grande famille des aliments plutôt acidifiants, de l'autre côté, la grande famille des aliments plutôt alcalinisants. Et au final, tout ça, c'est classé de alcalinisants forts, faibles, moyens, et la même chose du côté acidifiant. D'accord. Voilà. J'ai oublié aussi les produits laitiers dans les produits acidifiants. Donc, en gros, tout ce dont regorge traditionnellement notre alimentation de pays occidentaux modernes est plutôt acidifiant actuellement et déséquilibré en ce sens. Et tout ce dont tout ce qui est en déficit dans l'assiette, y compris dans les restaurations, dans les cantines, il n'y a pas que chez nous, ce sont les végétaux. On n'en consomme jamais assez. Alors, c'est pas du tout pour les mêmes raisons que défendent les sites gouvernementaux comme mangerbouger.fr ou les nutritionnistes qui ont fait 11 ans de médecine pour en arriver là. Ça n'est pas du tout une conception qui est défendue par ces sites-là. C'est quelque chose qui est défendu en revanche, et moi j'ai découvert grâce aux Canadiens, un site canadien qui était très bien fait, c'était une association pour la nutrition, pour une meilleure nutrition au Canada et dans le monde, et c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier par certains articles, etc. Et en lisant ce qu'ils défendaient, je trouvais ça plausible, et je me suis dit, tiens, comme le régime alcalin, le régime acido-basique ou l'alimentation alcaline est plutôt très forte en ce qui concerne les maladies qui sont d'origine inflammatoire. Je me suis dit peut-être que c'est mon cas, j'avais des maux de dos, j'avais des allergies saisonnières, j'avais donc à certaines graminées, mais aussi à certains arbres. J'avais aussi, je finissais par devenir allergique, par exemple au poil de chat. Or, on n'est pas allergique au poil de chat, mais à la baffe qu'ils déposent dessus en faisant leur toilette. Mais voilà, je commençais à avoir ce système d'inflammation ou micro-inflammation qui se mettait en place dans mon corps depuis toutes ces années où j'ignorais ce qu'était la nutrition et encore moins ce qu'était une bonne nutrition pour notre organisme en tenant compte de lui, en respectant. Donc, je commençais à glisser sur le terrain des gens qui font des maladies micro-inflammatoires parce qu'ils vieillissent,
parce que en prenant de l'âge, on a moins de résistance aux abus, aux excès d'aliments alcalinisants. Parce que en vieillissant, on a besoin d'autres nutriments que ceux dont on a besoin dans la jeunesse, qui sont plutôt protéinés et justement acidifiants, puisque que ce soit la protéine végétale ou animale, tout aliment qui maintient un gros taux de protéines, comme les légumineuses par exemple, peut être potentiellement acidifiant pour l'organisme, puisque ce sont les sels minéraux que contient la nourriture qui amènent ça, et notamment tous ceux contenus systématiquement dans les protéines animales ou végétales. C'est pour ça qu'il y a peu de légumineuses qui soient alcalinisantes, par exemple. Il y a les haricots rouges et les haricots blancs. Il y a pour les céréales, non, puisque tout ça, ce sont des sources de protéines végétales. Pour les céréales, ça va être le quinoa, la seule céréale alimentaire qui soit un peu alcalinisante. Sinon, le reste est acidifiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le dose. On le vire pas. On le dose. Il n'y a aucune addiction alimentaire. Donc, on dose simplement et on essaie de rééquilibrer là où on a pris des mauvaises habitudes culinaires, finalement, de par nos traditions, de par le fait aussi que la France est le pays de la gastronomie, mais la gastronomie se soucie du goût, pas de la nutrition. Donc, c'est très bon, mais c'est pas toujours très digeste, c'est pas toujours ce qu'il nous faut par rapport à la santé. D'accord. Et le fait de faire cette transition vers le régime alcalin, ça a demandé beaucoup d'efforts pour vous? Ça a demandé un certain temps de mise en place? Et puis, combien de temps vous avez commencé à avoir certains bienfaits qui vont nous pousser à continuer dans cette voie? Alors, c'est un changement profond d'alimentation. Il faut acquérir de nouveaux codes alimentaires. On en a tous. On est tous des mangeurs qualifiés. En fonction de là où on part, si on est loin, il faut environ 6 mois pour ne pas avoir envie de trop souvent digresser, bien que la digression soit totalement possible. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on peut très bien aller et venir sur un plat traditionnel français parce que ça nous fait plaisir, ou une côte de bœuf entre amis qui est plutôt acidifiante, voire très acidifiante, pour atterrir le lendemain en rééquilibrant tout ça, en redonnant ce dont a été privé le corps la veille en mangeant de cette façon. Donc c'est souple, c'est souple. Et donc il m'a fallu 6 mois. Il m'a fallu 2 mois pour avoir des résultats, 2 semaines, pardon, 2 semaines pour des résultats déjà tangibles. 4 semaines pour asseoir ces résultats, c'est-à-dire avoir une amélioration claire et précise au niveau de ma santé, quelque chose de vraiment ressenti au niveau de la vitalité, de mon bien-être et de la disparition de certains symptômes. Donc au bout d'1 mois, j'avais ça. Au bout de 15 jours, je sentais déjà pas mal de choses bouger, dans le bon sens, bénéfiquement. Et au bout de 2-3 mois, je dirais que j'avais assis mes nouveaux repères alimentaires. Et puis pour dire que j'ai complètement intégré ça et que maintenant je réfléchis différemment, il m'a fallu 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une viande, je me dis pas, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme légumes avec ma viande? Je m'en fous, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais des légumes ou des fruits, je vais dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre de carné éventuellement avec ces fruits ou ces légumes? C'est-à-dire aussi que les proportions vont changer. Quand je fais un tagine aujourd'hui, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de la semoule. Bon, les proportions de semoule et de viande présentes dans le tagine sont moindres par rapport à celles des légumes. On est sur du 70-30. Donc, dans les 30%, il y a la viande plus les céréales, la semoule. Et dans les 70%, il y a les fruits et les légumes qui composent le tagine. Donc, on a largement plus de végétalisation, donc de fibres prébiotiques, donc un meilleur microbiote au niveau intestinal parce que on donne à manger à nos probiotiques naturels grâce aux prébiotiques qu'on a dans l'alimentation, qui sont toutes les fibres végétales qui sont pas digestibles, mais qui servent de nourriture au microbiote. Donc voilà, on a atteint un équilibre aussi qui sert l'ensemble de l'organisme, y compris l'immunité via les intestins, et puis bien sûr le moral, et puis bien sûr la vitalité, l'envie de faire les choses, l'envie de bouffer la vie, quoi. Ça change complètement la donne. On n'a pas le foie aussi fatigué que quelqu'un qui va être beaucoup plus carnivore dans son régime. Voilà, on est sur quelque chose d'apaisé, d'apaisant, et puis de pas non plus radical comme un végétarisme ou un véganisme, qui est quand même dur pour l'organisme dans le sens où il faut recourir à des compléments de synthèse pour ne pas être carencé en B12, en vitamine K2, en L
L-carnitine, qui sont des choses qui viennent avec la viande, des gros animaux, notamment des mammifères, et qui sont des antioxydants puissants. On dit toujours on diabolise la viande. Non, c'est la quantité de viande ingérée qu'il faut diaboliser. C'est pas la viande elle-même, si elle est bien produite. C'est-à-dire que si l'animal est respecté, si c'est issu d'une filière comme la filière biologique, qui n'en a pas rien à faire de leurs animaux, qui les soigne aux huiles essentielles, donc c'est une viande qui ne nous donne pas de toxines dont on ne saurait que faire, comme les antibiotiques dont sont gavés les animaux d'élevage intensif, et qui se répercutent sur notre biotope, à nous, lorsqu'on mange, sur notre métabolisme, ingère des antibiotiques qui sont contenus dans cette viande et qui au final nous rendent peut-être antibiorésistants lorsqu'on a besoin d'un vrai traitement dans la vie pour quelque chose dont on ne peut pas se défaire sans. Et ça, c'est bien dommage parce que au final, on pourrait risquer tous à vouloir manger de la viande comme tous les jours dimanche, c'est-à-dire beaucoup de viande. Hein. On est sur un déséquilibre alimentaire qui est terrible en France. Hein. Depuis 10 ans que le burger, par exemple, est devenu un produit d'appel de la restauration. Il y en a dans chaque restaurant, y compris en végétarien. Le burger veut dire mauvais gras, mauvais sucre, combiné à de la viande, beaucoup de carne. On habitue de plus en plus les nouvelles générations à manger de plus en plus de viande alors qu'il faudrait faire machine arrière pour l'environnement. Parce qu'évidemment, on ne peut pas produire de la viande de qualité dans les quantités nécessaires à 8 milliards d'êtres humains qui veulent de la viande tous les jours à chaque repas et qui en plus font un croche-pied à leur santé. Donc au niveau environnemental, on est sur un non-sens, au niveau nutritionnel, on est sur un non-sens. Et en France, actuellement, on arrive à 56% d'obésité morbide et de surpoids. Et là, c'est grave. Et il y a des enfants, moi je vois de plus en plus d'enfants dès l'âge de 5-6 ans qui sont déjà obèses. Donc avec tous les dérèglements de glandes qui régissent les hormones en eux, tous les problèmes, tous les soucis qui peuvent en découler, le syndrome métabolique, c'est-à-dire tous les effets combinés du fait de surgrossir, ça dérègle les hormones, ça dérègle le système immunitaire puisque ça touche aussi aux intestins, ça engendre des problèmes cardiovasculaires très jeunes, des problèmes de foie, des problèmes de pancréas liés à la prise de sucre trop importante. En plus, on a des sucres cachés partout. Donc, tout ça fait que, par ignorance d'un équilibre de base qui nous obligerait, dès l'enfance, si on le connaissait, à le respecter pour notre survie cellulaire, on en arrive à des excès nutritionnels par ignorance, quoi. Donc, il faut pas culpabiliser les gens. Mais il faut leur expliquer. Moi, c'est le but via le blog, hein, c'est vraiment ça. Expliquer aussi qu'un régime pour perdre du poids en un temps record, pour rentrer dans le maillot de bain l'été, et puis retrouver ses travers et ses excès à la rentrée, ça ne rime à rien. Pour le corps, on connaît bien l'effet yo-yo, c'est l'effet qui empêche les régimes et les diètes, et y compris certaines diètes de détox, de faire un effet durable. Ça fait même plutôt un effet délétère parce que le corps comprend pas où il habite. Voilà, c'est ce qu'il faut pour installer un nouveau système alimentaire. Et puis ce qui se passe si on ne le fait pas, et il est temps de le faire. Il est temps de le faire pour nous, notre santé, celle de la planète. Vraiment. C'est important. Et du coup, pour la mise en place de ce régime alcalin, est-ce qu'il y a certaines difficultés, comme vous le disiez, l'obésité qui est de plus en plus présente dans notre société? Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles se heurtent les gens que vous accompagnez dans la mise en place de cette façon de s'alimenter? Alors, dans les difficultés, il y a beaucoup de freins. Les gens croient que manger bio, par exemple, ça coûte cher. Alors oui, dans une certaine mesure, si on cherche à manger bio tel qu'on a l'habitude de faire ses courses en supermarché de grande distribution non bio, oui, les produits vont être plus chers. Or, l'idée n'est pas de manger bio pour manger bio, c'est de la même façon. L'idée est de changer profondément sa méthode, ses envies alimentaires au profit des végétaux. Or, les végétaux bio, c'est ce qui coûte de moins cher en biocoop. On n'est pas sur des produits transformés par l'industrie bio, donc des produits tout prêts comme des pizzas emportées, prêtes, bio, etc. On n'est pas non plus sur des conserves bio, on est sur du produit frais à transformer soi-même.
Donc ça, c'est un frein, c'est-à-dire que les gens pensent que le budget va exploser. Or, on mange moins de viande aussi. Qu'est-ce qui coûte cher en bio, en magasin bio, à produire et à vendre et à acheter forcément? Ce sont les viandes, les produits tout faits. Ce ne sont pas les produits frais, végétaux à transformer soi-même. Donc en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que à partir du moment où on prend une alimentation alcaline, on va aller plus vers le végétal et on va gagner, bien qu'on aille vers le bio pour éviter toutes les toxines, puisqu'on va manger plus de végétaux. Il serait dommage d'avoir tous les pesticides et les insecticides que contient un végétal qui a été produit en agriculture intensive et même raisonnée, parce qu'on parle souvent d'agriculture raisonnée. Mais bon, je ne vais pas transgresser là-dessus, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faut aller vers de la production bio. Mais en fait, on baisse d'un tiers le budget parce qu'on mange tellement beaucoup moins de viande, de fromage, de choses issues de farine, etc., de céréales, etc., que tous ces produits qui sont chers, que ce soit en carné ou en végétaux, disparaissent ou deviennent une peau de chagrin dans l'alimentation. Ça ne devient que 30% du budget global. Donc forcément, on baisse d'un tiers grâce à ça, son budget. Donc ça, c'est le premier frein que les gens ont du mal à appréhender et à dépasser. Le second frein aussi, parfois, c'est l'entourage, c'est-à-dire qu'il y a une résistance sous le même toit d'un certain nombre de personnes, les enfants, souvent c'est le mari, ce sont souvent les femmes qui sont actrices du changement culinaire à la maison et de nouveaux réflexes alimentaires, et elles sont porteuses de ça, et souvent c'est le mari ou les enfants qui bloquent sur cette nouvelle façon de manger. C'est moins les femmes que les garçons, en fait, de façon globale. Moi, je le vois avec le blog, hein, j'ai plein de témoignages, j'ai aussi des statistiques, ne serait-ce que la fréquentation du blog, c'est 94% de femmes qui s'intéressent à la nutrition et l'alimentation et le changement alimentaire. C'est pas les garçons. Les garçons, c'est le reste. C'est-à-dire pas grand-chose, une peau de chagrin, quoi, aussi. Et puis, il y a ça, et il y a aussi le manque de temps. Souvent, les femmes étant de plus en plus actives, bien qu'actrices de changement et de changement alimentaire au sein de leur foyer, ont tendance à courir partout, à faire une deuxième journée et à pas forcément se donner le temps, s'accorder le temps nécessaire à passer à l'action en cuisine, en plus du reste. Donc, si elles sont pas soutenues par leur entourage, ça devient compliqué. Et puis, il y a aussi un frein qui est important, c'est que souvent les gens ne pensent à se tourner vers une nouvelle nutrition ou une nouvelle alimentation que lorsque ça n'est plus à titre préventif, mais curatif. Alors moi, je suis désolé, c'est presque trop tard pour le faire, dans le sens où, je l'ai fait. Moi, ça a fonctionné pour moi par rapport à ce que j'avais. Mais je pense que lorsque on a un cancer, par exemple, pour reprendre des témoignages que j'ai eus sur le blog, qui est lourd en traitement et qu'il faut accompagner ce traitement par une meilleure alimentation, bien sûr, ça va soulager des éventuels effets secondaires de ce traitement, mais pour agir sur le cancer, il eût été préférable et sans doute beaucoup plus bénéfique de prévenir que de guérir. Prévenir est plus exaltant que de guérir, de toute façon. Hein. Voilà, donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que ça peut pas fonctionner. Ça ne veut pas dire ça, parce que je connais des gens qui se sont mis à manger alcalin et qui ont réussi à vaincre une fois, deux fois, trois fois leur cancer. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt encourageant. D'ailleurs, c'est ce que défendait un peu le docteur Seignalais, qui était proche de ce mode alimentaire-là dans les années 80, et dont tout le monde s'est fichu à sa mort, y compris ses propres confrères, puisqu'il défendait quelque chose qui était assez génial. Et au final, il est mort d'un cancer du pancréas. Donc voilà, ça a été enterré à cause de ça, alors qu'il disait des choses vraies. En fait, il expliquait qu'une cellule ne devient pas cancéreuse si le terrain, c'est-à-dire le sang, n'est pas acidifié. Voilà. Donc c'était intéressant. C'était hyper intéressant en tout cas. Il a bien réussi à démontrer les choses au niveau inflammatoire. Et pour lui, tout ce qui est cardiovasculaire, pulmonaire et cancérigène ou cancéreux, c'est lié à des micro-inflammations parce qu'on a entretenu un terrain trop longtemps, trop acide. C'est ce qu'on appelle l'alcalinose métabolique latente. L'acidose métabolique latente. Faut comprendre, trop d'acide tout le temps dans le métabolisme tout au long du quotidien. Or, il y a bien sûr plein de façons de corriger ça, mais voilà. Et donc, voilà, ça fait partie des freins aussi. On s'y prend trop tard. Et puis, il y a aussi le manque de volonté. 76% actuellement des gens déclarent vouloir manger autrement pour eux-mêmes, leur santé et celle de la planète. Et seulement 12% se donnent les moyens de le faire. Voilà, c'est un petit peu comme les
gens qui veulent changer de vie, il y a plein de gens qui veulent changer de vie, ou qui veulent écrire un roman, mais peuvent le faire. C'est toujours pareil. J'ai fait ma formation de blogueur. On démarre, on est très nombreux. On finit, on est 4%. Aller jusqu'au bout du projet. Donc voilà, et tout est comme ça. Donc après, c'est multifactoriel, mais n'empêche que il y a plein de gens qui ne font qu'y penser, qui procrastinent et qui ne le feront jamais parce que la vie passe entre temps et ils sont happés par d'autres choses. Et ça, c'est super important. Mais en tout cas, si c'est pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire budgétaire, manque de temps, problème avec l'entourage, etc. Par exemple, dans mes livres, je donne des solutions pour ça. Alors, à mettre en œuvre, à voir si ça fonctionne ou pas. Mais pour moi, ça va fonctionner. Je veux dire, à la maison, il y a personne qui est contre moi, et ce serait long, hein, parce que si depuis 6 ans et demi que je mange de cette façon, si je devais me battre à chaque fois, à chaque repas, j'aurais peut-être capitulé, clairement. Donc, on mange tous comme ça ici. À la maison, nous sommes 3, on mange tous comme ça. Donc voilà, ça a fonctionné. J'ai réussi à associer ma femme et ma belle-fille dans cette démarche. Et ça s'est fait naturellement, tranquillement, et puis tout le monde y trouve son intérêt pour des raisons différentes pour chacun. Donc c'est chouette. En termes de poids, par exemple, ça peut apporter aussi, parce que ça stabilise le poids et ça permet de revenir à son poids de forme. Alors ça, je n'en fais pas un argument parce que je veux pas être un énième régime amincissant. En revanche, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire, je le mets rarement en avant, mais là, j'en parle parce que c'est l'occasion. Donc, si les gens se disent, ben, moi, ce que je veux, c'est perdre du poids, donc je veux pas manger alcalin parce que je veux faire ça sur du court terme, ok, ça peut être aussi un frein. Mais c'est dommage parce que, en fait, sur le long terme, ils pourraient revenir définitivement à leur poids de forme. Et ça, c'est génial. Moi, je suis à mon poids de forme. Et ça, je trouve ça génial. Donc, j'ai pas non plus de surcharge pondérale qui m'empêche d'aller faire du sport ou de galérer pour en faire, par exemple. D'accord. Et peut-être pour nous motiver justement à suivre ce régime, vous pourrez nous raconter quelques-unes des plus grandes transformations dont vous avez été témoin, peut-être via vos accompagnements ou via les témoignages du blog? Alors, des guérisons de cancer, clairement, des témoignages de guérison de cancer, des gens qui avaient allié le jeûne intermittent avec l'alimentation alcalinisante. Donc, super. Quelqu'un aussi qui avait allié pour son cancer toujours en prenant en compte la dimension locale, elle avait fait son propre mix, en trouvant sa façon de manger, en faisant un mix entre ce que moi je propose et ce que propose un régime cétogène. Il y a eu des soucis de peau type acné et type urticaire qui ont été résolus, alors que ça traînait depuis pas mal de temps. C'était vraiment des personnes qui n'en pouvaient plus. Psoriasis aussi, au niveau de la peau. Des problèmes rénaux, hépatiques. Donc hépatique, c'est foie et vésicule. Intestinaux aussi, qui se sont résolus, qui se sont résorbés, avec pas que de l'alimentation alcalinisante, mais aussi avec ce que je propose en parallèle sur le blog, ce sont les produits lactofermentés qui permettent de rétablir et de produire soi-même déjà et de façon peu chère, peu onéreuse, des probiotiques maison. Faut savoir que la lactofermentation, c'est quelque chose de puissant qui fait d'un aliment un médicament. Ça booste sa vitamine C par 10, ça booste sa vitamine K et en plus ça crée des probiotiques là où il n'y en avait pas au départ lorsqu'on a mis le légume à lactofermenté. Et c'est à la portée d'un enfant de 6 ans, on peut même le faire avec son gosse, quoi. Donc c'est vraiment assez simple à mettre en œuvre. Et ça peut rapporter gros parce que justement, ça amène des probiotiques naturels et peu chers. Donc là encore, c'est la notion de c'est accessible financièrement. On n'est pas obligé de se bourrer de gélules de la pharmacopée qui sont en plus bien moins biodisponibles qu'une alimentation naturelle qui travaille en synergie avec plein d'éléments d'encore et qui permet d'avoir plus vite du résultat. Donc là, franchement, il n'y a pas de quoi se priver, c'est facile à faire. Et cette personne donc a résolu des problèmes intestinaux en combinant alimentation alcaline et prise de produits lactofermentés. Donc kéfir fait partie aussi. J'ai cité que les légumes lactofermentés, mais il y a aussi le kéfir. Et puis on peut aussi, comme le font déjà depuis des siècles, on peut lactofermenter, y compris aussi des produits carnés, du poisson, de la viande. La charcuterie, par exemple, est souvent issue de la lactofermentation.
On ne sait pas, on ne connaît pas les processus de fabrication. Mais souvent, on trempe la viande dans de la saumure. Simplement, c'est le taux de dilution de sel par litre qui change, qui est beaucoup plus élevé, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment une conservation. Au départ, c'est un moyen de conservation. On peut conserver sans énergie et sans aucune, comme on dit, quand on rend, on aseptise une confiture. Je ne sais plus le terme. On la stérilise. Voilà, sans stérilisation, donc sans énergie non plus pour ça. On peut faire de la lactofermentation et conserver entre 6 à, je dis 18 sur le blog, mais en fait, en réalité, moi, j'ai déjà été jusqu'à 24 mois, même plus, 36 mois, donc 3 ans de conservation avec un produit lactofermenté. Et c'est top parce que plus il avance dans le temps, moins il sent l'acide lactique, qui justement, c'est la réaction produit de l'acide lactique, et moins il sent l'acide lactique. Donc plus il est sympa en goût. Bon, bien sûr, faut pas les croquer comme ça, hein. C'est dégoûtant, c'est très salé, ça sent un peu l'acide lactique. Il faut les diluer avec une salade composée pour les apprécier, parce que sinon c'est assez infâme. Donc voilà, donc ça c'était pour les progrès. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre témoignage de progrès? Des gens qui ont résolu des problèmes euh, psychologiques. En fait, ils étaient en déficit, je pense, des minéraux, puisque cette alimentation tient énormément compte des minéraux, parce qu'on se rend compte que dans l'alimentation, on a tous bien les vitamines, on a tous bien en tête, donc oui, les vitamines, les antioxydants aussi, parce que bon, on en entend parler un petit peu partout, on sait que c'est important. En revanche, il y a deux grands oubliés, ce sont les enzymes alimentaires et ce sont les minéraux. Ça, c'est quelque chose. J'ai encore fait un atelier hier chez des personnes dont une me dit, mais je ne savais même pas qu'on avait des minéraux. Pour moi, les minéraux c'était des cailloux, c'était des rochers, et je savais pas qu'on avait des minéraux dans l'alimentation. Et elle savait pas que, par exemple, elle n'avait pas fait le rapprochement avec le lait et le calcium, cette personne. Voilà, calcium qu'on retrouve aussi dans les végétaux et qui d'ailleurs au passage est bien meilleur pour la biodisponibilité, donc l'assimilation par l'organisme, que le calcium des produits laitiers qui est acidifiant, qui en plus nous donne du lactose, donc un sucre caché, du lait, et qui est ennuyeux vraiment, enfin une protéine plutôt, qui se transforme ensuite dans l'organisme, et qui est ennuyeux au niveau de la santé, parce que il y a de tels agents de, de croissance dans le lait que ça crée des cellules cancéreuses, ça crée des métastases cellulaires qui sont maintenant connues et reconnues même par les médecins. Donc, il faut arrêter. Enfin, les produits laitiers sont pas nos amis pour la vie. Il faut arrêter ça. En plus, c'est indigeste. On n'est pas fait pour, quoi. Quelle que soit la forme, sous forme de yaourt même ou de fromage blanc, ça fonctionne pas, hein. C'est très lourd à digérer, hein. Donc voilà, bon, ça fait pas partie non plus des bonnes graisses, donc c'est pas très intéressant nutritionnellement, mais ça peut être amusant de temps en temps, hein. Je dis pas qu'il faut les virer, mais faut calmer le jeu parce que le yaourt en fin de repas, il est un peu systématique, hein, et il y en a plein qui se retrouvent au cimetière à cause de ça chaque année, c'est dommage, quoi. Ça peut être évitable, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme progrès fait par des gens? Les allergies, tout ce qui est en fait tendinite, tout ce qui finit en ite, tout ce qui est lié à des inflammations, donc les allergies, les tendinites, l'arthrite, tout ce qui s'attaque de façon inflammatoire aux tendons, aux muscles, aux os, ça fonctionne très très bien. Et tout ce qui en découle aussi, comme les allergies, par exemple, que j'avais. Mes maux de dos étaient sans doute liés à ça, hein. C'était peut-être des attaques arthritiques, hein, de 38 ans jusqu'à 44 ans. Attendez, j'ai 51, 45 ans. J'ai souffert du dos, mais de façon invalidante, hein. C'est-à-dire que je pouvais pas, par moment, aller me rendre sur place, exercer mon métier, etc. J'étais dans le spectacle, j'ai même annulé des spectacles à cause de ça, quoi, parce que je pouvais pas bouger sur scène. Et voilà, et ça, ça disparaît, et je suis vraiment pas le seul auquel ça arrive, hein, à qui ça arrive, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est
Sinusite aussi. Bon, on est encore dans l'inflammation. La sinusite, l'inflammation des sinus, hein, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Mais surtout, comme on amène tout ce qu'il faut à l'organisme, on est beaucoup plus résistant. Par exemple, au jour où je parle, je pourrais plus du tout dire la bouille à mon médecin, je l'ai pas vu depuis 6 ans. Parce que je n'en ai pas eu besoin. C'est pas que j'ai peur de lui, hein. Au contraire même. Mais j'en ai pas eu besoin depuis 6 ans. Et en plus, c'est quelqu'un qui a 2500 patients, donc évidemment, lorsque je lui demande un bilan sanguin, en fait, il me laisse le bilan sanguin à disposition parce qu'on se connaît bien. Je vais faire mon bilan sanguin et après, il me téléphone pour me donner les résultats hors consultation. On fait pas une consultation pour ça. Donc déjà, on creuse pas le trou de la sécu. Et en plus, je reconnais sa voix, donc je sais que c'est lui qui me cause. C'est pas un imposteur qui aurait intercepté la lettre ou quoi. Et puis on fait comme ça parce que c'est plus simple pour tous les deux, vu nos emplois du temps respectifs, c'est vachement mieux. Et voilà, et ça arrange tout le monde. Donc voilà. Mais donc j'ai pas vu le médecin depuis 6 ans. Je vais aller le voir là bientôt parce que ayant 51 ans depuis le mois de mai, je reçois des rappels de la Sécu qui me disent, monsieur, le cancer colorectal, s'il vous plaît, un petit contrôle. Donc oui, là, je vais y aller, voilà. Mais il m'arrive rien. Donc en fait, je suis pas le premier non plus à dire que j'ai plus de vitalité et que j'ai plus d'immunité, tout simplement. Hein. J'espère, par exemple, si je croise un méchant Covid, pouvoir y résister. Ce serait chouette. En tout cas, je suis pas en train de trembler, quoi. C'est ça le truc. C'est que j'ai confiance en ma capacité de résistance, quoi. Voilà. Avant, j'aurais été plus peureux parce que j'étais en moins bon état. Voilà. Donc ça aide à tout ça. Mais c'est vrai que c'est très prometteur et au vu de tous les témoignages dont vous avez fait part, ça donne vraiment envie. Et moi, j'avais envie de vous poser une question aussi. On a beaucoup parlé de l'alimentation pour trouver cet équilibre acido-basique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent exister pour y parvenir? Je pense par exemple peut-être à la respiration ou d'autres types. Enfin, peut-être que Tout ce vous qui pouvez en est, parler. ce que je propose aussi sur le blog, c'est la méditation, la respiration. Alors, aujourd'hui, on dit méditation un peu pour tout. Pour moi, autrefois, la méditation avait, il y a 30 ans de ça, un aspect un peu spirituel, c'est-à-dire que on allait à la rencontre de soi profondément, intérieurement, ou à la rencontre d'une divinité ou quelque chose dans lequel on croyait. Pour moi, la méditation est transcendantale en fait, hein, ou alors pour se décorporer, les voyages astro, etc., pour ceux qui pensent que c'est possible, etc. Donc voilà, méditation maintenant c'est devenu un tronc commun à tout. Alors on va dire que je propose de la méditation, mais en réalité je ne propose que de la relaxation concentrative telle qu'on la pratique avant de rentrer en scène, avant un spectacle, telle que je l'ai pratiquée avec mes comédiens quand j'étais metteur en scène aussi, ou moi-même quand j'étais comédien. On a toujours une gestion du stress à avoir, c'est un stress qui doit être positif et pas paralysant avant de rentrer en scène, et c'est la même chose dans la vie, dans toutes les situations. Or, la relaxation, je la propose assise, debout, couchée, parce qu'il est plus facile de commencer couché, ensuite d'apprendre à la faire assise et ensuite d'apprendre à la faire debout, ce qui donne une autonomie totale, par exemple, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, avant une situation stressante comme un oral d'examen ou un entretien d'embauche. Ça permet de se relaxer, d'être beaucoup plus détendu face à l'enjeu de la rencontre. Il y a ça. Il y a tout ce qui est sport non intensif. Alors j'insiste sur le non intensif parce que les sportifs le savent, hein, ceux qui sont vraiment sérieux, qui font attention à leur nutrition. D'ailleurs souvent ils mangent alcalin pour récupérer ou pour se préparer à une épreuve parce qu'ils savent qu'ils vont perdre beaucoup dans la sueur de minéraux qui sont utiles pour alcaliniser son corps et nos cellules, et qu'ils vont beaucoup s'acidifier surtout lors des épreuves de force ou de fond. Alors fond, je pense aux trailers, je pense aux marathoniens, je pense à des gens qui font des bornes en courant à n'en plus finir, hein, aux ultra trailers aussi, où ils sont à des 120, 150 km, ils courent quasi 24 heures, les gars, pour les plus rapides, hein, des fois ça dure même plus longtemps pour les retardataires, qui ont moins de niveau. Donc là, évidemment, c'est hyper éprouvant et acidifiant pour l'organisme. Pour la force, je pense à des gens qui font du bodybuilding, donc qui poussent de la fonte ou des machines à longueur de journée, etc. Tout ça, c'est hyper acidifiant
pour le corps. Et je ne pense pas, en disant hyperacidifiant, qu'à l'acide lactique, qui bien sûr va se déposer dans les muscles et créer des crampes. Mais je pense aussi à tous les acides que l'on a dans le corps et qui montent en pression. Par exemple, l'acide urique, le taux d'urée lié à la grande prise de protéines des sportifs de haut niveau pour faire de la masse musculaire, c'est nutritionnellement discutable et en plus ils se font du mal et ils préparent un terrain qui est propice à la casse et à la crampe parce que ils acidifient à bloc leur organisme. Donc le sport en fait intensif est hyper acidifiant, alors que le sport de façon modérée mais régulière est alcalinisant. Alors je conseille de la marche, 30 minutes de marche par jour. Là, on est un peu sur ce qu'on entend dire un peu partout, mais attention, c'est de la marche active, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du lèche-vitrine, arrêter de prendre 3 plombes toutes les 3 minutes. C'est pas l'idée de faire ça. L'idée, c'est de faire de la marche en continu pendant 30 minutes par jour. Si c'est un sport autoporté comme le vélo ou la natation, on va remplacer les 30 minutes de marche par 1 heure de natation ou 1 heure de vélo. Mais toujours est-il qu'on n'est pas en train de taper le chrono, on est en train de se faire du bien. On va avoir des sports comme ça, à partir du moment où c'est fait de façon sereine et détendue, mais sans non plus glander, on va dire, eh bien ça va. Le yoga fait partie des choses qui sont totalement alcalinisantes pour l'organisme, parce qu'on travaille énormément sur la respiration. Parce que nos émonctoires pour virer les acides du corps, ce sont les poumons en premier lieu. 85% des acides volatiles, dits volatiles, donc dits légers, passent par la respiration sous forme de CO2. Donc à chaque expiration, on expire des acides qui sont transformés par l'organisme en CO2. Les acides plus lourds qui vont être virés de l'organisme en 8 à 12 ou 16 heures suivant les métabolismes passent par les reins. Donc j'en parlais tout à l'heure, par exemple, les acides uriques, les acides lactiques, ça passe par les reins, c'est éliminé par les reins. Il y a ensuite le foie qui joue toujours le rôle de filtre et qui a un gros rôle aussi en termes d'aider le sang à rester alcalin autant que faire se peut. Et puis le corps, j'ai oublié un émonctoire, oui, la sueur, la sudation, donc la peau via la sudation, qui est un très bon facteur la sueur est un très bon facteur aussi d'élimination des acides. Mais chaque organe a sa fonction, c'est-à-dire que la peau, les reins et le foie et les poumons ne s'occupent pas du même type d'acide pour les éliminer. Donc on comprend bien évidemment que dans ces conditions, le sport où on respire et on sue est bénéfique, à partir du moment où, comme je disais avant, il n'est pas trop intensif. Voilà. Donc il y a ça, donc l'hygiène de vie en fait. C'est vraiment l'hygiène de vie. Il y a pas, de toute façon, c'est un non-sens de se mettre à manger de façon hygiénique, on va dire, donc bonne et bénéfique pour l'organisme, si on n'accompagne pas d'un minima d'exercice physique. Or, l'exercice physique, il demande aucun prérequis, ni au niveau du corps, de la préparation du corps, ni au niveau du matériel, et ni au niveau d'avoir une licence ou quoi, ou des moyens financiers pour suivre un cours ou pas. Et ben, c'est la marche. On part de chez soi, on prend une bonne paire de chaussures. On n'a même pas besoin de chaussures de rando, une chaussure confortable, et on va marcher 30 minutes. Donc qu'on vienne pas me raconter que c'est inabordable, c'est juste pas possible, c'est un manque de volonté dans ce cas-là, parce que même une personne obèse à qui ça va nécessiter 4 ou 5 fois l'effort d'une personne qui n'est pas en surpoids, pour faire le même nombre de minutes de marche, elle peut commencer à 10 minutes, un quart d'heure. Si elle est essoufflée après sa première côte, elle revient à la maison tranquillou, et elle continue et elle augmente petit à petit. Et s'il faut, elle fait des pauses pendant sa séance. Mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Donc surtout, ne jamais se dire, maintenant c'est foutu, je suis trop gros, je n'y mets pas. Ou alors maintenant c'est foutu parce que je n'ai jamais été sportif. Non, on parle pas de la même chose. Je suis pas en train de faire de l'incitation à du sport qui nécessite un minimum d'endurance et de performance, quoi, du tout. En fait, vous pensez ce que faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres faisaient pas forcément de sport. Ils bougeaient toute l'année, tout le temps. Je veux dire, ne serait-ce on va prendre un agriculteur lambda. Aujourd'hui, le mec, il a son casque, il écoute de la musique, il a son GPS,
Il regarde juste que le sillon soit bien maintenu et respecté entre les coordonnées GPS, sa programmation donc, et le tracteur qui suit bien la ligne. Voilà, ils sont pas tous automatisés comme ça, c'est bien sûr caricatural, mais quand même, il y a ça, quoi. C'est tellement mécanisé. Alors qu'autrefois, il fallait 30 clampins pour faire le même boulot, quoi. Un jour de moisson, il fallait que les mecs, ils fassent les bottes et qu'ils se les balancent et tout ça. Donc évidemment, ils suaient, ils bougeaient, ils faisaient pas du sport, c'était ça leur sport. Un jardinier aujourd'hui, il fait plus de sport que quelqu'un de sédentaire. Alors, dans sport, en fait, je préfère dire activité physique. C'est ça l'important, c'est de l'activité physique. Sport, c'est plus du domaine de la performance, du challenge. Voilà, je mets autre chose dans sport, en fait. D'accord. Voilà. Et peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que vous pourrez parler de vos projets ou sur quoi se porte votre curiosité en ce moment? Oui, là, je vais dire un truc important que je suis en train de zapper avant. C'est qu'il faut boire beaucoup. Il faut D'accord. boire beaucoup. Alors, quand je dis beaucoup, c'est pas rien, c'est 1,5 litre de litre d'eau par jour par personne adulte. Il faut jamais attendre la soif parce que c'est une sensation tardive qui ne vient que lorsqu'on a déjà perdu 20% de son eau et qui est encore plus tardive en vieillissant. À partir de 40-50 ans, on a tendance à oublier de boire. La soif vient plus tardivement. Elle se manifeste après 35-40% d'eau perdue dans le corps. Ça fait du stress cellulaire. Il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que à force de s'acidifier, d'acidifier son organisme par trop de sédentarité ou une alimentation malsaine, eh bien, enfin donc trop acide, eh bien l'organisme va aller puiser dans nos réserves. Nos réserves sont dans nos tendons, nos squelettes, nos cheveux, nos dents. Tous les minéraux qui sont stockés peuvent être puisés par l'organisme pour qu'il ne sorte pas de sa fenêtre qui est de 7,38 à 7,42 pour éviter la mort de nos cellules. Et notre organisme, quoi qu'il arrive, s'acidifie, même au repos, même en dormant. Parce que le fonctionnement cellulaire fait que ça le tire vers l'acidité. C'est pour ça qu'on parle d'alcaliniser et on parle rarement d'acidifier le corps. Parce que de toute façon, c'est la tendance naturelle de par le fonctionnement métabolique. Voilà, c'était juste ça. Et vous pouvez me rappeler la question pour conclure, parce que du coup, je l'ai tapé. Je voulais savoir un petit peu vos projets sur quoi vous portez les yeux en ce moment. Alors en ce moment, là, dans l'avenir proche, je vais aller voir quelqu'un que j'ai envie de rencontrer depuis longtemps, qui s'appelle Gilles Darro, je le cite, je n'ai pas son autorisation, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui intervient déjà beaucoup en alimentation nutrition, pardon, qui est ici à côté de chez moi en Vendée et que je vais aller rencontrer incessamment sous peu. Parce que ça fait un moment qu'on est en contact, en fait, on dit à peu près les mêmes choses, mais avec un angle un peu différent. Lui, par exemple, n'est pas spécialisé dans l'équilibre acido-basique ou l'alimentation alcalinisante, mais la façon dont il défend l'alimentation saine correspond totalement même si c'est pas par ce biais-là qu'il y arrive, à ce que je défends moi. Notamment manger moins de viande, plus de légumineuses, etc., etc. Je vais faire deux conférences, une le matin, une l'après-midi, le 13 septembre. Donc c'est un dimanche dans un événement qui aura lieu dans les Deux-Sèvres. Et puis je continue de développer des ateliers, soit à mon domicile en petit comité, soit en comité plus grand et pour lesquels j'ai une salle qui peut nous accueillir. Donc je fais des ateliers de 2 à 14 personnes, des ateliers culinaires alcalins. Je développe aussi mon suivi individuel personnalisé pour les gens qui veulent aller plus vite, plus loin avec mon aide. Alors, je n'aime pas le mot coaching, mais finalement, les gens sont tellement habitués à ce mot-là que ils me demandent pourquoi j'appelle pas ça du coaching. C'est parce que c'est un petit peu le même principe. Hein. On fait un bilan alimentaire pour savoir d'où ils arrivent alimentairement, et suivant la formule qu'ils ont choisie, on est sur un forfait de temps pendant lequel je les suis et pendant lequel ils peuvent profiter de mes conseils. En général, c'est 1h30 hebdomadaire qu'ils répartissent comme ils le souhaitent en fonction de leurs besoins. Donc parfois, certains vont m'appeler 3 fois une demi-heure, d'autres vont m'appeler 1 heure, puis une demi-heure, etc., en fonction de leurs besoins, des questions qu'ils ont à me poser, etc. Et donc, j'offre le bilan est inclus, c'est-à-dire que quand je dis 1h30, c'est le conseil
uniquement. Mais avant, on avait passé 1 heure à 1 heure et demie ensemble pour faire ce bilan, qui est inclus dans le coût du conseil. Avant, je faisais des bilans gratuits, mais j'ai passé mon temps à faire des bilans, en fait. Les gens, ils se sauvaient en ayant l'impression d'avoir fait leur hold-up, quoi. C'était n'importe quoi. Donc, j'ai besoin aussi de gagner ma vie, donc j'ai fait de cette façon-là. Enfin, tout ce que je dis là est sur le blog, dans le menu mes prestations. Puis j'ai aussi mes livres qui aident aussi les gens à dépasser le contenu du blog en lui-même, parce que l'infrastructure d'un blog fait que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. On a tendance aussi à être plus dispersé sur Internet que lorsqu'on lit un bouquin. Donc, mes livres actuellement sont à la fois numériques, mais c'est pas ce qui a le plus de succès. Ils sont aussi en livre papier. Ils sont entièrement achetables et livrables chez soi depuis Internet. Voilà, donc ça permet aux gens de faire ça, et je continue de développer tout ça en parallèle, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, en plus du blog, occupe mon quotidien. Là, je viens de remettre par exemple un livre qui était sorti il y a 1 an, Cultivez votre équilibre acido-basique, qui vient d'être mis au bout du jour. Dans sa nouvelle mouture, je l'ai réactualisé, quoi. J'ai toujours des nouvelles connaissances dans mes recherches, grâce à mes recherches, et grâce à mes expériences aussi, parce que c'est ce que je dis toujours, je suis pas un théoricien. Moi, je suis un praticien et un théoricien, c'est-à-dire que tout ce dont je parle, je l'ai vérifié sur moi-même. J'avance pas un truc sans savoir. C'est l'expérience que je partage aussi. C'est pas que de la théorie. Et puis en pratique, je partage beaucoup de recettes. Il y a 300 recettes sur le blog. Donc là, les gens, c'est une source d'inspiration infinie, parce que souvent, ce qui bloque, c'est que on mange plein de légumes, mais on n'a pas l'habitude de les cuisiner. Mais comment on va les faire? Et puis comment on va varier le goût aussi quand on est sur des légumes de saison et locaux? En hiver, il y a beaucoup de choux, par exemple. Comment on va varier le goût des choux dans des recettes et les façons de les faire pour varier les textures et les saveurs, pour que ce soit toujours attrayant et qu'on n'en ait pas marre et l'impression surtout répétitive de manger toujours la même chose, puis de s'en lasser, puis de s'en dégoûter. C'est ça le truc aussi, quoi. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure en début de podcast, il y a plein de choses à acquérir, plein de nouveaux réflexes alimentaires à acquérir, et notamment diversifier, varier les goûts, les textures pour ne jamais avoir marre du même légume qui, bien évidemment, va revenir. Du chou rouge, il va revenir tout l'hiver, il va revenir au printemps, il va revenir en été. Le chou rouge, il est quasi omniscient, quoi. C'est presque le dieu du légume, il est tout le temps là partout. Donc si on n'aime pas le chou, on est mal. Et si on ne sait pas le varier, on est encore plus mal. D'accord. Merci. Non, mais c'est un exemple, le chou. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, Hervé, si les auditeurs veulent vous retrouver, ils vont plutôt aller sur votre site Boucher Double, ou il y a d'autres façons de vous joindre Oui, alors le site Boucher Double, puis il y a le formulaire de contact. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent l'utiliser. Ensuite, lorsque leur demande est claire et que j'ai le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de sensé et de sérieux, je confie après quelques échanges mon numéro de téléphone, et on travaille au téléphone et on s'entend de vive voix, ou comme on fait là tous les deux par Skype, parce que dans la francophonie c'est plus facile de faire comme ça. J'ai suivi des gens qui étaient au Canada, bien évidemment, ils m'ont pas payé l'avion et l'hôtel pour que j'aille les voir, ça aurait été trop onéreux sans doute. Donc c'était par Skype que ça se faisait, ou par téléphone. Voilà, c'est simple comme ça. Donc, ils prennent contact avec moi via le blog, et puis après on discute, et puis on se met d'accord sur le mode opératoire, et il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup Hervé pour cet entretien. Puis je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir à tous. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, développer vos capacités et votre potentiel? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast, ou à l'adresse clairviyoga.com/psychonaute, PSYCHONAUTE, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonaute, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonaute, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com/psychonaute et de suivre les instructions pour devenir un psychonaute. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme.
C'è della Maria.